Bien, bonsoir à tous. Et on va aujourd'hui voir une conférence sur GA4. Je crois que c'est la 4e ou 5e année consécutive que je parle de A+ Web devenu GA4 ici au SEO Campus. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup et qui va encore, je pense, nous occuper pendant de nombreuses années. Alors, petit sondage rapidement. Qui dans la salle utilise ou a utilisé GA4 ? Ah, très bien, quasiment tout le monde. Et qui n'a jamais eu de problème avec GA4 et a tout compris? Eh bien, personne. Je dis ça pour les gens qui sont en vidéo. Eh ben, oui, ça ne m'étonne pas, concrètement. Donc, on va regarder comment avoir confiance dans les sources de trafic et comment bien les visualiser. Et puis, on aura un peu de temps pour les questions à la fin, j'espère. Et donc, ça permettra de vous répondre à tout ça. Alors, quelques mots sur moi. Donc moi, je suis Sébastien Monnier, je suis le fondateur et directeur de Woptimo. On est une petite agence de data marketing basée à Paris. On fait du GA4, bien sûr, avec beaucoup de Google Tag Manager, qui est un bon plus à GA4. Du serveur GTM, qui est un outil quand même excellent, qui est assez différent de GTM en tant que tel. Beaucoup de BigQuery et avec du DBT en plus, qui est une surcouche de BigQuery, qui n'est pas un outil de Google. On va parler un petit peu de BigQuery, mais très rapidement. Et puis on fait beaucoup de data pour le SEO. Ça, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Vous pourrez en parler à la pause si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va regarder GA4 et les différents modèles de données qu'on peut avoir, contrairement à notre vieux GA3 qui n'avait qu'un seul modèle de données. Dans GA4, où on en a plusieurs et c'est jamais toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on regarde. On va aussi regarder les différents modèles d'attribution, qui sont dans les différents modèles de données aussi. On va faire un focus sur un modèle d'attribution particulier qui est le data-driven, le modèle basé sur les données en français. Pas mal de points d'attention avec des petites erreurs, des petites astuces sur comment bien gérer ses sources dans GA. Et à la toute fin, notre rapport préféré dans GA. Voilà, donc je fais un petit teaser et il va peut-être vous étonner. Un petit peu comme dans Minute Buzz. Alors, un petit préambule. D'abord, qu'on soit d'accord, qu'on soit bien au clair sur le nommage. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était à peu près la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Google a renommé ce qu'ils appelaient avant conversion et qui maintenant, ça s'appelle événement clé. D'accord. Alors, le nom conversion reste, mais uniquement pour les conversions de Google Ads, d'accord. Et événement clé, c'est pour en fait, ce qui s'appelait dans GA3 des objectifs, avec le modèle de Google Analytics. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un petit peu le motto de Google Analytics, je crois. Donc, je vais essayer de parler d'événements clés, mais si parfois je parle de conversion, parce qu'on le voit encore dans l'interface, donc bon, c'est pas non plus absurde. Donc, on pourrait aussi parler d'objectifs, mais ils n'ont pas repris ce terme-là. Donc, voilà, essayons de parler d'événements clés désormais. Alors, parlons des modèles de données. Dans GA, il y a pas mal de différentes choses, différents menus, mais vous n'allez pas toujours voir, quand vous cherchez à avoir la même chose, vous n'aurez pas toujours exactement les mêmes données. Parfois, ça va même être assez différent. Et parfois, on a un peu de mal à comprendre pourquoi et à se dire, mais attends, qu'est-ce que je peux faire avec quoi? Donc, on va essayer de... Donc, il y a 3 modèles de données principaux. On va essayer de les passer en revue et voir un peu quels sont les avantages et les problèmes que chacun peut avoir. Le premier, c'est celui que je pense vous utilisez en priorité, ça va être le modèle qu'on va retrouver dans les rapports par défaut. Donc, les rapports par défaut, là, vous le voyez classiquement. L'avantage de ces rapports-là, c'est qu'ils sont relativement peu échantillonnés. En fait, avant, ils n'étaient pas du tout échantillonnés, maintenant, ils le sont un petit peu. Surtout, ils sont disponibles dans l'API, donc ils sont disponibles dans Looker Studio, ce qui est quand même assez pratique. Et ils ne sont pas limités à 14 mois, c'est-à-dire que c'est de la donnée agrégée uniquement. Et donc, on peut avoir de la donnée sur... pas mal de temps, en fait. Donc ça, c'est a priori sur toute la durée de vie du compte, donc c'est plutôt sympa. Par contre, c'est la donnée qui n'est pas segmentable. Alors segmentable, ça va vouloir dire de pouvoir, pour un même utilisateur, savoir par exemple qu'une personne a fait une action A et une action B ensuite. Okay, donc par exemple, un ajout au panier, puis une transaction.
ce genre de choses-là, c'est pas directement segmentable. Okay, donc ça, on peut pas le faire directement ici, et donc on peut pas le faire dans Looker Studio, ce qu'on pouvait faire avec GA3 par exemple. Et on va pas avoir non plus la distinction des événements clés, donc les conversions. Si on veut avoir savoir le nombre d'événements clés pour une dimension particulière, si on veut avoir l'événement clé add to cart et l'événement clé purchase, en fait, par exemple, on ne pourra pas mettre les deux dans le même tableau. On pourra avoir add to cart ou purchase, mais on ne pourra pas mettre add to cart et purchase juste à côté, en tout cas en termes d'événements clés. Okay, on peut le faire toutefois dans Looker Studio. C'est ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Ok, donc ça c'est vraiment de l'art par défaut. Ils sont pas mal, hein, ils sont filtrables. On peut faire pas mal de choses quand même, mais si on veut vraiment pousser plus loin dans la donnée et avoir des choses qui ressemblent un peu plus à ce qu'on pouvait faire avec GA3 de manière avancée, notamment avec les segments, eh bien ça peut être un peu gênant d'utiliser que ces rapports-là. Le deuxième, c'est le deuxième modèle de données, c'est le modèle de données qu'on trouve dans Explorer. D'accord ? Donc c'est un petit peu calculé différemment. Même les noms utilisateurs va être échantillonné de manière un peu différente au niveau de l'approximation. Parce qu'à chaque fois, le nombre d'utilisateurs est approximatif. C'est pas toujours le vrai nombre d'utilisateurs pour de vrai. Donc l'avantage dans l'Explorer, c'est que c'est segmentable. Donc vous allez pouvoir justement créer les segments que vous voulez. En fait, vraiment. Donc, si vous voulez savoir, je veux tous les utilisateurs de Paris, Paris desktop, qui après ont fait un add to cart et qui ensuite sont venus à Marseille avec un mobile. Je dis n'importe quoi. Mais ça, c'est des choses qui sont possibles. On peut vraiment tout faire en termes de segments. Okay, c'est pas des filtres. Les filtres, c'est pour un événement donné. Le segment, c'est pour la durée de vie d'un utilisateur. Okay, donc c'est beaucoup plus flexible. Dans l'Explorer, on peut avoir différents modèles de données. Hein. On peut avoir un tableau libre, mais on peut aussi avoir les entonnoirs. Alors, j'ai pas fait une conférence sur les entonnoirs, mais il y en avait une l'année dernière qui était très bien, pas moi qui l'avais faite, mais qui était très bien et il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être faites avec les entonnoirs. Je vous conseille vraiment d'explorer la possibilité dans l'Explorer au niveau des entonnoirs et des analyses en cohorte qui peut être aussi assez intéressant. Il y a quand même des défauts au niveau de l'Explorer, c'est que c'est quand même échantillonné. Plus vous avez de données et plus vous faites des segments un peu complexes, plus ça peut avoir des échantillons assez importants. En fait, donc si vous avez quand même beaucoup de données, vous pouvez vous retrouver avec un échantillon de 10%, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il prend que 10% de la donnée, après il fait x10. Ça va pas toujours donner des trucs très sympas. On avait déjà le problème dans GA3, hein. Donc on l'a encore là dans GA4, mais uniquement au niveau de l'Explorer. C'est pas disponible dans Looker Studio, donc ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de segment dans Looker Studio, ce qui est très pénible, parce que si vous aviez des beaux rapports GA3 avec des segments un peu sympas, eh bien vous pouvez pas les faire dans Looker Studio, en tout cas pas avec ce modèle de là, pas encore. Ça devrait venir normalement, mais pas encore. Et surtout, c'est limité à 14 mois. Alors 14 mois, c'est si vous avez fait le changement, hein. Donc j'espère que vous avez un peu de conscience de ce qu'on doit faire quand on crée un compte GA4. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, changez au niveau de la conservation des données. Par défaut, c'est 2 mois. D'accord ? Donc par défaut, si vous n'avez pas changé, vous n'avez que 2 mois d'historique dans l'Explorer. Dans le premier modèle, vous n'avez pas de problème, c'est limité. Mais dans l'Explorer, vous n'avez que 2 mois, ce qui est très très peu. Donc vous pouvez aller jusqu'à 14 mois, 50 mois si vous êtes en payant. Mais voilà, c'est déjà ça. C'est pas beaucoup, mais voilà. Et là non plus, les événements clés ne sont pas distingués. D'accord ? Donc on ne peut toujours pas faire, pour l'instant, d'avoir, pour la même source, d'avoir la conversion add to cart, événement clé add to cart, et ou événement clé, je ne sais pas, newsletter, OK, etc. Ça devrait venir. J'ai demandé à Google samedi dernier, j'étais à une conférence, et ils m'ont dit « Ah oui, mais on ne veut pas mettre toutes les métriques parce que ça en ferait beaucoup. » Ouais, certes, mais ce serait quand même pratique de les avoir. Donc, c'est pas un problème technique, c'est plus un problème de faut qu'ils se bougent un peu, quoi. Et le troisième modèle de données, c'est mon modèle de données préféré, parce que c'est le modèle de données le plus proche de, entre guillemets, la réalité. C'est le modèle BigQuery. Donc BigQuery, c'est le data warehouse de Google. Donc ça permet en fait de pouvoir recevoir l'ensemble des données brutes. Donc on va avoir tout événement qui est fait sur le site et qui est collecté par Google Analytics en fait à la microseconde près en fait. Et donc après avec un peu de SQL, on peut retrouver ce qu'on veut. L'avantage, c'est que c'est 100% flexible. Ok, donc vous pouvez faire vraiment ce qu'on veut. On n'a aucun échantillonnage forcément, c'est votre donnée à vous. On a même les données non consenties.
quand on utilise le mode de consentement, donc le fameux consent mode que beaucoup ont installé le mois dernier. En fait, donc si vous l'avez installé en mode avancé, vous pouvez retrouver tous les hits denied, les hits non consentis de GA4, vous les avez dans BigQuery. Sans cookies, hein, d'accord? C'est tout le but. Hein. Donc vous ne pouvez pas aller segmenter et savoir que tel utilisateur a fait telle action puis telle autre. Okay, mais vous avez quand même, vous pouvez retrouver le vrai nombre de pages vues sur telle ou telle page, ou le vrai nombre de add to cart, le vrai nombre d'inscriptions de newsletter, etc. D'accord? Pas forcément avec la source de trafic associée, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il avait fait avant. Mais au moins, vous pouvez avoir la quantité brute. L'avantage dans BigQuery, c'est qu'il n'y a aucune limite de temps. Alors attention, c'est pas rétroactif. Donc si vous n'avez pas encore fait l'export BigQuery maintenant, et si vous décidez, ah bah tiens, dans un an, finalement, j'en ai besoin, bah, ça commence que maintenant. Donc moi, je vous conseille, en plus d'avoir la data rétention à 14 mois, de commencer dès maintenant à faire un export dans BigQuery avec de la facturation associée. Ça vous coûtera, allez, au pire, quelques euros si vraiment vous avez beaucoup d'utilisateurs. Pour la majorité de mes clients, ça leur coûte 0 €. D'accord? Donc ça vaut vraiment le coup. Et le jour où vous en avez besoin, vous êtes très content de l'avoir. L'avantage dans BigQuery, c'est que c'est aussi intégrable dans Looker Studio. Alors faites pas n'importe quoi. On ne plug pas directement son Looker Studio avec sa donnée brute de BigQuery. Ça, là, ça peut vous coûter cher parce que ça fait un traitement sur toute votre donnée à chaque fois que vous mettez à jour votre Looker Studio. Donc, non. Mais par contre, soit vous investissez un petit peu dans votre SQL ou vous prenez un consultant, et là, vous créez des modèles qui tournent bien. Et là, vous pouvez vraiment avoir un modèle segmenté, ça, dans Looker Studio, faire des entonnoirs, faire des choses assez sympas. Ok, donc ça c'est BigQuery, c'est vraiment sympa. Il y a quand même des choses qu'on n'a pas. On n'a pas les canaux par exemple, donc les canaux qui vont être des regroupements de sources. On va l'évoquer tout à l'heure. Ça on ne l'a pas parce que c'est finalement du reprocessing de données. Donc bah, on peut les refaire. Hein. Il suffit de leur dire, bah, tiens, si c'est Facebook, dans ces cas-là c'est social. Si c'est, je sais pas, Quantco, Affiliate, Affilinet, c'est affiliation. Enfin, voilà, peu importe. On n'a pas de data driven, donc on va l'évoquer tout à l'heure. Mais tout le modèle basé sur les données, il n'y a pas, logique, parce que c'est un modèle de calcul de machine learning de la part de Google. Donc, il faut le recréer soi-même, mais ça, c'est pas évident. Il y a des modèles en Python qui le font, mais c'est quand même assez costaud. Donc, aucun calcul Google sur la lifetime value, sur la prédiction de chance d'utilisateur d'acheter ou non, ça, on n'a pas. Et donc, tout ça, BigQuery, ça demande quand même une bonne maîtrise du SQL, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais bon, ça s'apprend. Alors voilà, donc ça c'est au niveau des 3 modèles de données. Et au sein de ces trois modèles de données, en tout cas des 2 premiers en tout cas, on va avoir différents modèles d'attribution. Donc l'attribution qui va permettre pour un événement clé, donc type une transaction, de savoir quelle est la source de trafic qui a permis, qui a engendré en fait, ou qui a impacté en tout cas cet événement clé ou cette conversion. Alors, on va avoir en premier, donc on retrouve donc dans l'acquisition de trafic dans les rapports par défaut, la source de la session. D'accord? Donc la source de la session, ça va être assez proche de GA3. En formation, souvent, ça dépend des clients, mais je leur dis souvent, allez, vous pourrez prendre ça et ça vous redonnera à peu près ce que vous deviez avoir dans GA3. On va voir, ça dépend pourquoi. C'est compatible pour le coup avec les principales métriques et dimensions. Donc c'est pas mal, c'est ce que je vais plutôt conseiller. Mais c'est plutôt donc, du last click. Donc c'est vraiment plutôt proche de la transaction. Par contre, ça ne va pas prendre en compte les sources intra-session. Donc j'ai un exemple tout à l'heure. Donc ça ne prend pas en compte les sources qui peuvent avoir lieu au sein même de la session. Okay, là où dans GA3, à chaque nouvelle source de trafic, on avait une nouvelle session. Okay, dans GA4, ce n'est pas le cas. Donc GA4, une même session peut avoir plusieurs sources de trafic, ce qui après pose évidemment des problèmes. Donc la source de la session, c'est la première source de chaque session. Et sur ce type de rapport, on peut avoir aussi des soucis de node set. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu des soucis de node set au niveau des sources de trafic. Personne? Ah si, quand même, vous me rassurez quand même. Voilà, oui. Alors c'est en train, j'ai quelques astuces pour corriger ça. Et Google aussi travaille dessus sur améliorer their shit, globalement. Parce que c'est pas ils auraient très bien pu ne pas avoir de node set en fait, par rapport à la manière dont ça fonctionne.
Alors, le deuxième modèle, ça va être la source de l'utilisateur. Donc là, on est vraiment plus orienté first click, donc vraiment le premier clic de l'utilisateur. Donc vraiment, on l'avait un peu dans GA3 au niveau de la source d'acquisition utilisateur, mais on l'utilisait très peu. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on fait du social, quand on fait tout ce qui est contenu, pour réussir à se dire, ah bah, tiens, c'est ce trafic-là qui m'a permis de découvrir un nouvel utilisateur, donc utilisateur au sens GA, enfin au sens plutôt cookie du terme. Okay, donc le premier cookie qui a été posé. Donc c'est permis d'avoir une analyse intéressante. C'est compatible là aussi avec les dimensions Matrix. C'est pas toujours entièrement fiable. Dans, je sais pas, dans peut-être 2-3% des cas, on se rend compte qu'un même utilisateur va avoir plusieurs premières sources de l'utilisateur, ce qui n'est pas du tout logique, parce qu'une première source, normalement, on n'en a qu'une par utilisateur. Et donc, bon, il a parfois encore un peu de mal à faire un truc qui soit entièrement cohérent, ce qui est assez gênant. On a aussi ici des soucis de note 7. Et puis la traduction FR est assez étonnante. Alors j'utilise beaucoup l'interface en anglais, mais notamment à cause de ça, parce que je trouve que ici on parle de première combinaison sur support de l'utilisateur. Après, il parle de groupe de canaux pour le premier utilisateur, alors que c'est plutôt le premier groupe de canaux pour l'utilisateur. Enfin, c'est pas du tout clair. Et en anglais, c'est beaucoup plus simple. C'est marqué user devant, et après user channel, user source medium. Enfin voilà, c'est au niveau préfixation et ordre orthographique, l'anglais est beaucoup mieux. D'accord. Donc, le troisième modèle d'attribution, alors ça c'est ça qui est le plus perturbant. Là on a vu dans le nom dans les nommages, on avait par exemple première source utilisateur ou source de la session. D'accord. Dans le modèle d'attribution data driven, c'est juste source. Ok. Donc on dira ah bah tiens source c'est ce qu'il y a le plus simple à utiliser. Non, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Okay. Donc source ou médium ou source médium ou campagne. Okay. Là où il n'y a pas marqué session ou user devant, ça veut dire qu'on est par défaut en tout cas sur du data driven. D'accord. On va expliquer ce que c'est que le data driven, ne vous inquiétez pas. On peut choisir dans l'administration de dire non, data driven ça ne m'intéresse pas. Moi je veux c'est un truc je comprends rien, c'est la boîte noire. Je veux que du last click. Okay. Donc vous pouvez choisir ça si vous le souhaitez. Okay. Avec ça, vous n'aurez pas de souci de note 7, donc ça c'est quand même une bonne chose, et ça va être un mode de calcul entre guillemets intelligent. D'accord. On va voir comment il calcule le truc. Par contre, et ça c'est important à avoir, ce n'est compatible uniquement qu'avec certaines métriques, en particulier bon, utilisateur et session, heureusement, revenu, donc chiffre d'affaires, heureusement, et conversion, donc événement clé. Okay. Donc ça fait quand même pas mal de choses, mais par exemple, c'est pas compatible avec page vue, ou avec engagement, ou avec transaction même. Transaction, c'est légèrement différent de l'événement clé, okay, puisque c'est dédupliqué par identifiant de transaction. Donc si vous voulez mettre source et en face transaction, ce qui est quand même le truc le plus logique à faire en fait, eh bien vous ne pouvez pas, ça ne marchera pas, ça entraînera une erreur. D'accord. Ce que vous devez mettre, c'est source et événement clé. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer que l'événement clé purchase, donc qui correspond à la transaction, qu'il soit bien enregistré. Okay. Je parle pour l'e-commerce. Hein. Donc ça, c'est quand même assez pénible. Il faut bien choisir ces événements clés. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut l'avoir fait au préalable en plus. Donc c'est pas toujours facile d'utilisation si on ne l'a pas bien prévu. C'est quand même dommage. De plus, dans l'interface par défaut, on n'a pas de dimension secondaire. Donc on n'a même pas source médium, source support. On ne peut pas avoir source et sur la colonne d'après support. En tout cas dans l'interface de GA. C'est quand même gênant parce qu'on a Google, mais on ne sait pas si c'est de l'organique ou du CPC. On a CPC, mais on ne sait pas si Google ou Bing. SOS. Mets-moi les deux. Non, je ne peux pas. Dommage. Et dans l'interface, on n'a même pas possibilité d'avoir de comparaison de dates. D'accord. Donc ça, c'est dans. Vous allez retrouver ça dans le quatrième icône là qui s'appelle publicité. Alors c'est pas forcément publicité d'ailleurs. Vous aurez aussi autre chose que la publicité dedans. Vous aurez aussi de l'organique et tout. C'est plutôt mal nommé comme beaucoup de choses. Vous avez dans le menu tous les canaux et c'est là où vous allez retrouver en fait vos sources avec en face les événements clés en data driven si vous avez laissé data driven par défaut, ce que je vous conseille. Alors, petit exemple de ce qui se passe, quand même pour comprendre un petit peu, parce que je vois certains regards un peu perdus. Donc, on va prendre un exemple d'un utilisateur qui a fait 3 sessions,
Il est arrivé à 14 heures sur le site, depuis Google Organique, donc référencement naturel. Il est revenu 1 heure plus tard, donc session 2, avec Facebook Paid, donc source Facebook Medium Paid, donc avec un UTM. À 15h10, il est revenu là aussi par un email avec un UTM, avec source sign up support email. Et à 15h15, il a acheté. D'accord ? Après, il est parti du site. Il est revenu à 16h, donc il y a eu plus d'une demi-heure d'interaction entre les deux, donc nouvelle session, session 3, et cette fois, il est revenu en tapant l'URL directement dans la barre de recherche, donc c'est du direct. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? On va avoir Google Organic, une session, 0 transaction. Ça, c'est normal. Facebook Paid, on va avoir une session et une transaction. Ah, pourquoi ? Pourtant, c'était sign up email juste avant la transaction. Ouais, mais c'est quoi la source de la session 2 ? C'est Facebook Paid. C'est pas sign up email. D'accord ? Ok, donc on a une session pour Facebook Pay et une transaction. Et sign up email, une session, bah, attends, non, c'est session 3, c'est direct. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a une erreur ? Non, non, non. C'est que comme c'est du direct, il dit bah ouais, mais direct, c'est pas intéressant, moi, j'ai pas d'informations. Donc Google va aller rechercher la dernière source connue qui est sign up email. D'accord ? Et donc vous allez avoir une session. Donc vous allez vous retrouver avec la transaction qui est associée à Facebook Paid et pas à sign up email. Okay, parce que c'est la source de la session qui a permis la transaction. Okay, c'est un peu tordu comme fonctionnement. C'est pour ça que parfois vous dites attends, je comprends rien. C'est en particulier donc quand j'ai des clients en formation où je vois bien qu'ils ont beaucoup de sources intermédiaires, je me dis là je vais plutôt faire en sorte de leur dire de passer par du data driven. Okay. Pour la première combinaison source support de l'utilisateur. Là, c'est facile. Google Organic, c'est le premier. C'est comme ça que l'utilisateur a découvert le site. Il y a 3 sessions, une transaction. Ça, c'est pas bien compliqué quand ça marche. Et le data driven, pour le coup, là, on prend toutes les sessions, mais la conversion, en fait, donc on regarde les 3 sessions, les 3 sources qu'il y a eu avant, donc sign up, Facebook et Google, et on va attribuer en fonction de différents calculs un pourcentage, donc de conversion. Donc c'est pour ça que si vous avez dans vos événements clés, si vous avez des nombres à virgule, c'est normal, ce n'est pas des demi-achats, c'est que l'achat, par exemple, a été divisé en plusieurs sources. Alors, parlons un peu de data-driven, parce que je vous en ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas expliqué ce que c'était. Le data-driven, c'est un modèle qui va être spécifique à vos données. Ça va vous permettre d'avoir enfin une vision juste entre les sources de trafic. Ça va, il faut quand même que vous ayez un volume de données suffisant, donc avec quand même assez de conversion et assez d'utilisateurs, parce que ça va prendre en compte tout votre trafic, que ce soit le trafic consenti ou non consenti. Et ça peut varier jusqu'à 9 jours de collecte. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement la même source de données, la même donnée que vous regardez le mardi, vous regardez pour le lundi, vous voyez la donnée, vous revenez, je sais pas, le vendredi, votre donnée du lundi peut avoir changé. Parce que la manière dont Google peut faire évoluer la donnée. Okay, donc ça, c'est parfois un peu pénible quand on fait des reporting parce qu'on ne comprend plus très bien ce qui s'est passé. Donc la manière dont ça fonctionne, j'ai pris un screenshot de l'aide de Google. Donc là, on va dire qu'il y a 2 chemins ici. Donc paid search, social affiliate et à la fin du search. Et si le search n'était pas là, on se rend compte qu'il y avait moins de chances de convertir et que donc le search augmente de 50% la probabilité de conversion. Ok, donc ça vaut le coup. En fait, donc ça veut dire que le search, en tout cas le 4e search ici, il a un poids important. Et donc on va lui mettre un poids plus important. Okay, c'est la manière dont Google fonctionne majoritairement. Après, il y a des choses par rapport à ce qu'il peut connaître de chaque source et du délai avant l'achat, etc. Bon, il y a différentes choses, mais ça, c'est le critère principal. Alors, il me reste un peu moins de 10 minutes. Je vais passer sur quelques points d'attention à avoir sur vos sources d'attribution, parce qu'il y a des choses à savoir. Alors, premièrement, la problématique de consentement. Alors pour ceux qui ne lancent pas Google Analytics par défaut, ça se discute, moi je lance parfois Google Analytics sans le consentement, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le but de la conférence. Il faut en tous les cas essayer au maximum de chercher à avoir le consentement de l'utilisateur dès la première page. Okay, donc, je sais que c'est pénible d'avoir les gros cookie walls en disant « Bonjour, vous venez d'arriver sur le site, il faut déjà que vous acceptiez les cookies. » Et que souvent, les utilisateurs préfèrent le petit acceptio qui est en bas « Bonjour, c'est moi les cookies, mais j'apparais au bout de 30 secondes. » Ok, mais moi, je ne clique pas sur « Accepter » dans ces cas-là. Et donc, le problème, c'est que quand on accepte, l'utilisateur accepte sur la 2e page ou la 3e page les cookies, les
paramètres UTM ou les paramètres Google Ads, donc sur le paramètre gclead que vous avez eu à la première page, et ben il les a jamais envoyés à Google Analytics. Donc Google Analytics ne sait pas ce qui se passe. Okay, donc ça, c'est problématique. Vous vous retrouvez avec énormément de directs, vos sources de trafic elles sont toutes cassées, c'est n'importe quoi. Ok, donc idéalement, essayez d'avoir un consentement ou forcer l'utilisateur à consentir sur la première page. D'accord, à consentir ou pas, mais en tout cas, lui poser la question, s'assurer qu'il prenne la décision. Et au pire, il y a une option donc dans le consent mode qui s'appelle le URL pass-through, le URL pass-through, ok, en français, du consent mode, et qui va vous permettre d'avoir globalement les paramètres qui vont passer d'une page à l'autre. Okay, donc même si la personne n'a pas encore consenti, donc le GCLID, donc l'identifiant Google Ads ou les UTM vont passer à la page 2, à la page 3, à la page 4, jusqu'à ce que l'utilisateur prenne une décision. D'accord, ça pourrait être un cookie, mais comme on a le droit de poser c'était de cookies, ça passe dans l'URL, c'est un peu moche, mais c'est la seule manière de faire. Donc vraiment, regardez bien votre consentement si vous avez eu des soucis par rapport à ça. Surtout depuis le 6 mars, où il y a le consent mode qui est devenu un petit peu obligatoire. Le fameux Node 7. Alors, au fur et à mesure, Google, ça râle beaucoup, donc ils vont améliorer leur système. Mais en gros, ce qui se passe, une des raisons pour laquelle vous avez beaucoup de Node 7, c'est parce que vous avez des événements qui se lancent avant le tag de configuration GA4, en fait. Donc, par exemple, donc on utilise GTM en particulier, vous pouvez avoir un petit tag ViewItem qui se lance très rapidement avant la page view. Et donc, ViewItem s'est lancé, mais sans que Google Analytics ait pu récupérer en fait la source de trafic. Et donc, ça va vous faire du Node 7. Et donc, c'est un peu pénible. On a un peu la même problématique avec le scroll. Donc, si vous utilisez la manière que GA4 a par défaut de mesurer le scroll, ce qui arrive parfois sur certains sites, notamment des sites éditos, vous allez avoir des sessions, vous allez avoir 0 page vue, vous allez avoir qu'un scroll. La personne est revenue sur la page au bout d'une heure, elle a juste interagi avec le site juste pour scroller, ça a juste envoyé un scroll et donc ça n'a pas envoyé de config tag. Et donc, ça fait une session en Node 7. C'est assez pénible. Donc, dans ces cas-là, je préfère faire le scroll moi-même avec du GTM, etc. Donc, le Node 7, c'est un peu tordu à corriger, mais c'est souvent lié au tag de configuration GA qu'il faut lancer de manière plus fréquente. Autre chose, vous allez retrouver avec des unassigned souvent au niveau des canaux. Donc, les canaux, c'est des regroupements de sources. Hein. Donc, unassigned, ça peut être lié à du Node 7, d'accord, mais pas forcément. Ça peut être aussi lié au fait que vous avez des UTM sources, donc dans votre email, etc., qui ne correspondent pas au nommage que Google recommande. Alors maintenant, vous pouvez avoir des groupes de canaux personnalisés, donc ça c'est pas mal. Mais si vous voulez vraiment, par défaut, avoir directement quelque chose de bien, regardez dans l'aide de Google, il précise pour Facebook, enfin Facebook / paid, je crois, ou CPC, enfin voilà, il y a des expressions régulières où il explique ce que vous pouvez avoir. Donc ça c'est bien quand vous voulez choisir vos UTM, c'est pas les mêmes règles que pour GA3, donc c'est important de mettre à jour éventuellement. Alors, petit problème que j'ai déjà eu sur un client, et j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi. Alors, ne pas mettre user ID, donc user ID ça permet d'envoyer l'ID du CRM, l'ID que vous posez vous-même, tout le temps à 0, okay, même si vous n'utilisez pas le user ID dans vos calculs utilisateurs. Parce que, je l'ai appris the hard way, les user ID, en fait, sont pris en compte même dans le calcul des métriques. Okay, métriques de source. Donc ça, il faut faire un petit peu attention à ça. Si vous avez beaucoup de directs, ça peut être lié à un user ID mal lancé. Le gclead. Alors, le gclead, c'est l'identifiant que Google Ads va ajouter aux URL, à la landing page, pour pouvoir indiquer au script Google Ads, mais aussi au script Google Analytics, de savoir lequel clic, donc sur quelle annonce, avec quel coût, etc., a eu lieu. D'accord ? C'est bien ce gclead, mais le problème c'est que c'est crypté, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et le problème c'est qu'il y a deux problèmes. Premièrement, dans BigQuery, on n'a pas la liaison gclead avec Google Ads par défaut, donc on va juste avoir un ID gclead, mais on ne va pas savoir le nom de la campagne. Donc c'est assez pénible. Si vous voulez travailler principalement avec ces données brutes, vous avez une information de moins que dans les autres modes de données, donc c'est un peu pénible. Deuxièmement, Safari, en mode incognito, mais peut-être à terme sur beaucoup plus de cas, supprime le gclead. Okay, donc, actuellement, ce n'est pas beaucoup de cas, hein, c'est plutôt moins d'1% des cas. Vous allez vous retrouver avec des campagnes ads sur lesquelles vous avez une campagne en Node 7.
ok, parce que alors, Google arrive quand même à savoir que c'est de l'Ads, parce qu'il ajoute un autre paramètre, mais globalement, vous n'aurez pas votre nom de campagne. Donc c'est pour ça que sur tous nos clients Ads, on recommande désormais d'avoir non seulement le marquage automatique avec le fameux Gclead, mais aussi d'ajouter tous les paramètres UTM manuels. Il y a différentes manières de faire, on utilise un script au sein de Google Ads, ça permet d'automatiser le truc et c'est parfait. Mais c'est quand même, faut penser à le faire. Ah, et voilà, et j'arrive à la fin de la conf. Je vais vous révéler le meilleur rapport sur Google Analytics. Eh bien, il est sur Looker Studio. Oui, parce que moi, ce que je préfère faire, c'est d'avoir les groupes de canaux. Donc là, je regroupe mes sources, mais en data-driven. D'accord? Donc, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus d'un truc intelligent pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais le problème, c'est que souvent, j'ai plusieurs conversions, plusieurs événements clés que j'ai configurés dans mon interface. Et dans l'interface par défaut de Google Analytics, je ne peux pas distinguer, je voudrais avoir mon purchase, mon add to cart, mon newsletter, mon je ne sais pas quoi, au sein du même tableau. Je ne peux pas le faire. En fait. Dans Looker Studio, c'est assez simple. Donc, il faut créer son Looker Studio, connecter avec le connecteur GA4 par défaut, ça se fait très bien. Et là, vous choisissez groupe de canaux, vous choisissez vos conversions. Alors, si vous avez une vieille version, enfin, si vous avez fait ça déjà il y a longtemps, pensez à reconnecter vos sources de données, parce que en plus, la traduction française était dégueulasse. De Google Analytics, ils avaient mis, il y avait 10 fois la même chose en fait, c'était n'importe quoi. Donc là maintenant, c'est bien marqué conversion 2 points et le nom de votre conversion, heureusement. Donc on sait ce qui se passe. Sinon avant, on ne savait pas quel était le nom de l'événement à qui était associée la conversion. Donc là, ça vous permet vraiment de pouvoir avoir quelque chose qui commence à tenir la route en termes de visuel. C'est juste dommage que ça ne soit pas présent dans l'interface. Donc là, on peut avoir la comparaison avec les dates, etc. Donc tout ce que je me plaignais qui n'était pas possible, on l'a, mais dans Looker Studio. OK? Eh bien, je vais passer à la question Meg. Pendant combien de jours vos données GA peuvent-elles encore changer après la collecte? Oui, la dame avec les lunettes. En premier, c'était ici. Ouais, c'était là, ouais. 9 jours? Yes! Bravo. Bravo pour ce Meg. Voilà. Et on va pouvoir passer aux questions. Oui. T'as le micro? Ouais. Bah, pas de questions partout. Merci pour ta conf. Petite question par rapport au script que tu fais sur Google Ads par rapport aux UTM. Moi, j'ai eu une problématique sur les PMAX où en fait, sur les paramétrages automatiques UTM ou manuels par campagne, généralement on essaye de relever tu vois, le groupe d'annonces, le mot-clé, etc. Et en fait, sur les PMAX, comme les mots-clés, c'est pas trop comme info, en fait, j'avais des problèmes de redirection d'URL. Je ne sais pas si tu as remarqué ce cas. En fait, toutes les URL étaient renvoyées automatiquement vers la page d'accueil et j'avais ça que sur mes PMAX. À cause des paramètres UTM que tu avais mis? Ouais. Non, moi j'ai pas remarqué ça. Maintenant, ça c'est lié à ta problématique de la redirection, c'est sur ton site, donc c'est spécifique à ton site. Non, parce qu'en fait j'avais ce cas-là j'ai testé sur différents comptes, et c'est que les PMAX qui posaient souci. Eh bien, j'ai pas remarqué ça, mais je vais regarder. On utilise un script, alors qu'on n'a pas créé nous-mêmes, que j'ai trouvé sur Internet, mais qui permet en gros chaque matin, en fait, ça va prendre toutes les landing pages, et celle où il n'y a pas d'UTM, et ben c'est le met. Donc ça permet d'avoir le nom de campagne, etc. Donc, oui, mais du coup, oui, j'ai eu ce souci depuis. Moi, je l'ai relevé depuis le changement concept mode, là, le 6 mars. En tout cas, je l'ai relevé à peu près le 8. Et j'ai eu le souci pile sur les PMAX. Eh bien, je vais vérifier dès demain. Merci Sébastien. J'ai une question aussi, pas par rapport à Google Analytics, mais par rapport à Clarity, donc l'outil d'analyse d'audience de Microsoft, dont j'entends de plus en plus parler comme un outil étant assez complémentaire à Google Analytics pour la partie notamment analyse du parcours utilisateur. Donc j'aimerais bien avoir ta vision et ton avis sur Clarity. Clarity, c'est un très bon outil en fait, qui en effet permet de faire de l'heatmap, des zones de chaleur ainsi que des scénarios. Donc ça, je conseille pas mal. C'est un bon concurrent de Hotjar. Matomo fait ça aussi, mais un peu moins bien. Non, vraiment, j'aime bien. Et puis il y a un truc sympa dans Clarity, c'est les clics énervés.
En fait, il regarde le nombre des personnes qui ont cliqué 5 fois de suite au même endroit, en fait, parce qu'il était énervé. Donc ça permet de montrer, de regarder les frustrations. Je trouve ça assez marrant et ça peut être intéressant à regarder. Ça n'a pas vocation à remplacer Google Analytics, par contre. C'est une bonne question. Il faudrait savoir ce que veut vraiment faire Microsoft avec Clarity, parce que c'est vrai qu'il pousse pas mal avec Bing Ads. Bing Ads est d'ailleurs tout à fait bien comme plateforme. Nous, on a des bons résultats avec. C'est possible qu'il fasse un truc un peu futé que Google aurait pu faire en mettant un peu d'IA, en faisant des choses un peu sympas et en ayant une approche un peu différente de Google Analytics. À terme, c'est quand même à regarder de près. Ça remplace pas GA, clairement, pour l'instant. Mais voilà. Okay. Merci. Sinon, il y a Content Square aussi qui fait aussi ce genre de truc-là qui est intéressant. Mais c'est cher. Alors, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'ai plein de questions. Je ne sais pas par où commencer. Alors, la première question, c'est sur les limites des audiences. J'ai assisté la dernière fois à une conf de Google qui disent qu'on a droit à 400 audiences par roll-up. Oui. Mais réellement, dans la plateforme, du coup, nos propriétés sont upgradées en 360, mais on a une limite de 100, du coup. Faut que tu contactes ton support 360, clairement. Okay. Tu contactes ton revendeur et normalement, ils sont censés te changer ça. Ok, ça marche. Une autre question, par curiosité, quand on a activé le Google Consent Mode V2, le fameux, on a remarqué une chute une régression des conversions venant du paid search. Je ne sais pas s'il y a des constats similaires dans la salle. Alors, ça, c'est un truc... clairement, ça peut être lié au consentement dont je parlais tout à l'heure, mais peut-être que vous avez votre consentement assez rapidement. Dans tous les cas, tout dépend de comment c'était avant. Et ce qui arrive souvent quand on intègre le Consent Mode Advanced, c'est en effet pendant les 2 premières semaines, un peu plus si on n'a pas beaucoup de trafic, on a en effet une baisse. Et on peut retrouver... pas forcément 100% parce que c'est la donnée modélisée. Donc ils essayent de faire en sorte que la donnée modélisée soit jamais supérieure à la réalité. C'est pas toujours le cas, mais globalement on se retrouve avec 90% de la donnée. Alors bon, voilà. Donc c'est logique qu'on ait une baisse. Très clair, merci. Dernière question. Après, je complète ma réponse. Après, ce qui est possible, mais c'est pas forcément... Il faut voir avec le DPO comment c'est possible. Ce qu'on peut toujours faire, c'est récupérer tous les GCLID, donc les identifiants en Google Ads. On ne les envoie pas dans Google Analytics, mais on les récupère chez soi, dans du BigQuery par exemple. On mixe ça avec les données d'Analytics, en fait. Donc on sait littéralement tous les GCLID qui ont permis, y compris les non consentis, qui ont permis d'avoir une conversion. Et après, hop, on rebalance ça à Google Ads de serveur à serveur. La CNIL ne peut pas le voir parce que c'est de serveur à serveur. Après, on n'est pas censé le faire. Moi, j'ai aucun client avec qui je fais, mais techniquement, c'est possible. Et c'est discret. Bon, là, je me transforme en Alan Cladix au niveau Black Hat. Je dis Black Hat Analytics. D'autres questions ? Non ? Personne n'est passé sur Matomo, piano entre-temps ? Si. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un double marquage. De faire du GA4 et du Matomo. Et ce que vous pouvez faire, c'est avec du serveur-side GTM, vous balancez, vous gardez votre GA4 classiquement. Vous avez serveur-side GTM qui est lié avec GA4 et le server-side GTM va dupliquer votre GA4 vers Matomo, vers Piwik, vers Piano en fait. Donc vous avez toujours qu'un seul flux qui sort. Donc ça, c'est pas mal parce que en termes de performance, c'est mieux. Et c'est votre flux GA4 de base qui va vraiment gérer l'envoi de la donnée ailleurs. Enfin, le serveur-side GTM qui récupère le flux GA4 et qui après l'envoie vers le Piano, le Matomo, le Facebook, le Twitter, le LinkedIn. Il y a beaucoup de plateformes qui acceptent les hits serveur à serveur. Et donc, faut y passer. Bon, c'est pas le sujet de la conf, mais c'est justement, demain, sur la conf qu'on va donner, on va parler de ces différentes solutions-là. Et donc, du coup, ça va être un bon complément, en effet, avec ça. Alors, pas que serveur-side GTM, mais un peu tous les outils au global. Oui, le savoir tout savoir, c'est quand même un peu le futur, mais on n'y est pas encore. Donc, conf à 10h, je me petite pub. Tu as une autre question ? Ouais. En
encore une question, du coup, sur le server-side, encore une conférence de Google où ils disent que la Privacy Sandbox et le User Data Modeling, ça ne va pas être accessible sur le server-side. Ah bah, a priori non, en effet. Alors, Privacy Sandbox, j'ai encore un peu de mal à visualiser concrètement ce que ça va être. Je n'ai pas creusé des masses, mais de ce que je comprends, c'est lié au navigateur. Donc à partir du moment où c'est un truc, un API du navigateur, donc très JavaScript, je présume, en fait, c'est pas accessible au niveau de server-side GTM. Ça paraît logique, en fait. Enfin, logique. Si quelque chose dans tout ça est logique. Ok, merci. Mais on peut lier avec d'autres API. Hein. Tu parles d'API météo, voilà. Il y a plein de trucs que tu peux faire avec server-side GTM. C'est ce que ça va. C'est bon pour les questions? La dernière question? Bon, bah super. Super, merci. Merci à Sébastien.